Bon, je vais commencer par l'étymologie, comme la plupart des philosophes ont l'habitude de faire. C'est quoi la séduction? En fait, comme vous savez, la plupart d'entre vous, ça veut dire, premièrement, induire quelqu'un en erreur, n'est-ce pas? Détourner quelqu'un du droit chemin. Vous m'entendez mieux? Oui, vous m'entendez toujours? Ouais? Il y avait quelqu'un qui disait? Non? Tout va bien. OK. Ça veut bien sûr dire qu'on détourne quelqu'un de son désir pour aller vers le sien, n'est-ce pas? Pour citer Baudrillard, être séduit, c'est être détourné de sa vérité. Séduire, c'est détourner l'autre de sa vérité, et cette vérité forme un secret qui lui échappe. Eh bien, ce soir, je vais aller contre Baudrillard et dire que non, séduire, c'est aussi entraîner quelqu'un là où il n'était pas prêt à aller. C'est le détourner d'un chemin qui peut-être est droit, mais qui peut être aussi erroné. Et que ce chemin, peut-être, il va nulle part. En ce cas-là, pourquoi pas le détourner pour l'amener vers quoi? Je dirais vers son véritable désir. Alors, quelle serait la problématique? D'abord, est-ce que c'est une forme de manipulation de l'autre ou s'agit-il plutôt d'une forme d'émancipation de l'autre? On va commencer par les choses les plus simples. Il y a beaucoup de gens qui disent que manipuler l'autre, c'est le transformer dans un objet, n'est-ce pas? Et on parle souvent de la réification. Mais si on le manipule pour le détourner de son chemin vers un autre qui serait plus vrai, comment peut-on être sûr qu'on connaît le véritable désir de l'autre? Et pour moi, c'est là où toute la dramatique, toute la problématique de la manipulation et de la séduction se situe. Avant que je continue, je peux vous dire aussi que je m'appelle donc Cynthiana Ravini, je suis prof à la Sorbonne, je suis aussi commissaire d'exposition et écrivaine. Et à la fin de cette petite conférence, je vais vous aussi raconter ma prochaine exposition roman, d'accord? Qui va être justement assez liée à cette conférence ce soir. Et cette conférence, je le vois aussi comme un champ de travail parce que justement, je suis en train d'écrire cet ouvrage et je serais vraiment très contente si vous pouvez venir avec des questions ou me contredire. J'adore ça. J'avais un prof d'ailleurs qui, en Suède, je suis suédoise, d'origine roumaine, qui réussissait à transformer chaque conférence dans un débat. C'était vraiment génial. Je ne sais pas si j'arriverai ce soir, mais en tout cas, voilà. Je continue. La séduction est-elle donc un jeu pervers? Une forme de narcissisme ou une quête de vérité? Pardon? D'accord. Il y a déjà des réponses, c'est bien. Aussi bien, donc, s'agit-il donc d'une quête de vérité, aussi bien la sienne que celle de l'autre? Pour essayer de répondre à cette question, je vais donc aborder la question du point de vue philosophique, psychanalytique et esthétique. Le séducteur, il sait faire quoi? Il sait manipuler des signes, créer du désir, jouer avec la distance, l'absence, le temps et l'espace. Le séducteur est déjà quelque part séduit par celui qu'il va séduire, n'est-ce pas? Il y a donc une partie inconsciente dans le processus de la séduction. Si j'ai envie de séduire quelqu'un, il faut déjà que je sois séduite par cette personne. Donc on peut tout à fait se demander qui est le premier séducteur dans ce jeu de séduction. Alors, il s'agit aussi bien sûr d'échapper à l'autre, de créer donc une dialectique entre la présence et l'absence. Mais il s'agit aussi de transformer l'autre. Et Platon explique donc dans Le Banquet qu'on aime toujours ce qu'on n'a pas. Et donc le même est valable pour le désir. On est séduit par ce qu'on n'a pas. C'est pour ça que la séduction joue toujours avec la promesse d'un monde à venir, d'un manque comblé, tout court, avec une forme inachevée. Et c'est pour cela que la jeune femme ou le jeune garçon sont si désirables, sont comme des œuvres d'art inachevées, work in progress, pour utiliser un mot un peu plus contemporain. Ces vases communicantes attendent d'être remplis, séduits, instruits, et rien n'est plus séduisant que d'entraîner l'autre dans un rite d'initiation. Le maître est séduit par l'esclave et l'esclave par son maître. Mais qui tient la véritable clé du savoir? Est-on toujours séduit par le savoir
Ou y a-t-il autre chose encore plus séduisant que le savoir? Eh bien, je suis revenue à Platon, à ce fameux texte qui s'appelle Gorgias. Et comme vous savez, Platon, il considérait que la rhétorique n'avait aucune place dans la philosophie, et surtout pas la séduction. Il voyait même la rhétorique comme la forme ultime de la séduction, comme une forme de séduction parmi d'autres. Alors, encore plus important alors de parler de la philosophie de la séduction. Pourquoi? Parce que si on lit le Gorgias de Platon, et si on suit ces deux mecs, Socrate et Gorgias, qui sont en train de se battre autour de la différence entre la philosophie et la rhétorique, l'art de convaincre l'autre, la rhétorique, on se rend vite compte en fait que Socrate, il utilise aussi des formes rhétoriques pour convaincre Gorgias, justement. Et donc, pour moi, personnellement, plus je pense à la philosophie comme une forme de production de vérité, comme aletheia, pour utiliser un mot grec. Aletheia veut dire dévoiler la vérité. Plus je pense que la rhétorique en elle-même est une forme de production de vérité. Et vérité de quoi? La vérité cachée du discours lui-même. Et que finalement, il n'y a pas une différence entre la philosophie et la rhétorique. D'où la redondance de la philosophie de la séduction. Ça veut dire plus ou moins, je dirais, la même chose. L'homme qui sait séduire, ce n'est pas uniquement l'homme qui parle, mais aussi l'homme qui convainc, qui réalise ses rêves, un homme qui passe à l'action. Pour Platon, les sophistes, donc, savent faire quoi? Ils produisent du simulacre. Ils manipulent les apparences des choses. Vous savez, les danses séductrices des flammes sur le mur de la caverne. Pour moi, il y a une véritable vérité dans ces flammes, dans ces fantômes. On va revenir à ça plus tard. C'est la forme même de l'inconscient, c'est qu'on ne comprend pas. Pourquoi se détourner de son inconscient? Pourquoi le voir comme une chose négative? Donc, mais chez Platon, il y a toujours une scission entre la vérité et le mensonge, entre le chemin droit vers le monde des lumières et le chemin de la séduction vers le royaume des fantasmagories. Il faut amener les gens à la vérité par le biais de la séduction, dirais-je. Les séduire à la vérité. Le rationnel et l'émotionnel sont strictement entrelacés. Je dirais, ça c'est pas moi, c'est Derrida en fait, excusez-moi. Le rationnel et l'émotionnel sont strictement entrelacés. Donc il faut du pathos, du logos et du ethos. On peut aller se demander si par exemple, disons que pour habiller une vérité, c'est-à-dire de la rendre un peu plus assimilable, il faut la transformer, n'est-ce pas? On ne peut pas toujours dire les choses d'une manière creuse. Il faut toujours les habiller. Et c'est pour ça que des fois, quand je regarde l'œuvre de Duchamp, vous connaissez le grand vers, on l'interprète à l'infini dans le monde de l'art. Il y a tant d'interprétations qu'il y a des gens. Je demande si la mariée mise à nu par ses célibataires, mise à nu, c'est-à-dire dévoilée, n'est-ce pas? Revenons à l'Etéia, n'est pas peut-être la forme même de la fin du désir. C'est quand c'est tout sur quelque chose, elle crée plus de désir. Donc je pense que c'est important de rester justement dans le cachet, dans le secret, et j'irais aussi loin de dire dans l'hermétisme. Un art qui s'explique pas, qui te donne pas les clés tout de suite pour la comprendre, est bien plus séduisante qu'un art taftologique. What you see is what you get. Ensuite, il faut aussi dire que celui qui parle pour convaincre ne séduit jamais. Et qu'effectivement, il faut savoir comment convaincre sans montrer qu'on veut convaincre les gens. Donc, c'est un vrai jeu de dupe avec soi-même qu'il faut mettre en place. Dans la psychanalyse, on parle souvent de le sujet supposé savoir, n'est-ce pas? Le psychanalyste qui est un sujet supposé savoir et qui, par définition, est très séduisant parce qu'il détient beaucoup de savoir. Moi, je dirais qu'un sujet qui ne... Ah, génial! Alors, vous m'entendez mieux? Alors, je reprends. Je pense que je vais tenir plus longtemps comme ça. Donc, on disait justement que dans la psychanalyse, le sujet supposé savoir
est pour moi bien moins intéressant que les sujets qui est supposé pas savoir. Il n'y a rien de plus séduisant, en tout cas pas pour moi, que l'errant, le non-dupe erre, disait Lacan, n'est-ce pas? Ulysse qui erre, Don Quichotte, Madame Bovary, Lolwestein, Marguerite Duras. C'est des gens qui errent, c'est des gens qui ne savent pas où ils vont, c'est des gens qui se laissent emporter, d'où le ravissement de Lolwestein. Le séducteur séduit, car il n'est jamais là où il se penche, où on le pense le retrouver. C'est un clignotement de la présence qui fait de la séduction une maîtrise de l'univers symbolique, tandis que le pouvoir, c'est une maîtrise du réel. Donc c'est mieux de maîtriser le symbolique que le réel, je dirais. Peut-être Sarkozy ne serait pas d'accord. Mais je pense que voilà, il faut peut-être arriver à faire les deux. Séduire, c'est mourir en tant que réalité et renaître en tant qu'apparence, disait Baudrillard. Il parle de la différence entre la simulation désenchantée, qui pour lui est le porno, c'est une simulation désenchantée, et de la simulation enchantée, c'est-à-dire le trompe-l'œil, c'est-à-dire l'art. C'est une simulation enchantée. Et je pense que c'est ça le secret du séducteur, c'est qu'il crée des simulacres, il joue avec des signes. Mais il y a encore quelque chose que je pense peut être très séduisant, vous l'avez sans doute tous senti à un certain moment, c'est de reconnaître ses failles, ses limites. Une séduction pour réussir doit impliquer un moment d'impuissance et d'échec, dans le sens qu'il faut reconnaître donc ses limites. Zizek, je ne sais pas si vous connaissez Zizek, mais c'est un sort de... Lui, pour le coup, c'est un vrai pop philosopher. Lui, il dit qu'en fait, si il y a un homme, par exemple, il parle d'un couple où l'homme est impotent. Si l'homme va chez un sexologue avec sa femme, ou toute seule, peu importe, et le sexologue lui dit vous allez d'abord toucher le sein de la femme pendant 10 minutes, après vous passez au ventre, après 5 minutes sur le sexe, après vous revenez en haut, tout ça. Eh bien, quand il va rentrer à la maison, il va suivre la recette. Il va entrer dans cette pensée, disons, bureaucratique. Mais à un certain moment, il se dira « fuck the recipe » et passons à l'action. Et c'est justement quand on dépasse ces règles imposées à soi-même que les choses deviennent érotiques, finalement. Et que, voilà. Mais qu'est-ce qui est érotique ici? En fait, c'est la bureaucratie elle-même. Ce sont ces règles-là imposées par quelqu'un. Donc ça dépend, en fait, c'est ça qui est très très intéressant avec la séduction. Elle est en fait un monde maléfique des apparences. Donc on ne sait jamais où elle est véritablement et par quoi on est véritablement séduite. Je vais passer maintenant, d'abord ça c'était donc Platon, Gorgias, et on voit Socrate et ses deux interlocuteurs. Gorgias, c'est encore un jeune éphèbe voilà, qui je ne me rappelle plus exactement quoi il s'est resté, mais ce n'était pas uniquement comme ornament, comme on voit ici. Il y avait une interaction entre en fait 3 hommes, Gorgias et ses 2 adeptes. 3 formes de rhétorique, pour être plus précise. Maintenant, je vais passer à la mythologie de la séduction, à quelque chose que j'appelle la femme vitale. On connaît tous la femme fatale, n'est-ce pas? Eh bien, les séductrices ont toujours détenu le pouvoir. Elles ont su naviguer dans tous les temples, institutions de pouvoir. La séduction est une forme de pouvoir. Mais il faut savoir pourquoi on séduit. Et quel est le pouvoir qu'on a? Il faut avoir un pouvoir autant sur soi que sur les autres. Et les séductrices ont toujours entretenu une dialectique entre quoi et quoi? Entre l'intimité et la distance, entre le plaisir et la douleur. Et pour créer une forme d'enchantement cosmique et global, elles ont toujours suivi plus ou moins inconscient la recette d'Ovide, imiter les dieux. Et ici, vous avez une déesse, justement, qui s'appelle Inanna. Je vais revenir à elle tout à l'heure. Si les politiciens font de la propagande des idéologies, les déesses, les séductrices, elles ont toujours su faire la propagande d'elles-mêmes, en créant une sorte de, je dirais, égologie. Égologie, donc pas écologie. Écologie, donc. Mais une égologie altruiste.
J'aime pas que ça... Je vais essayer de prendre un peu de la distance. Il y a un Français qui s'appelle Seigneur de Brandon qui a dit « He or she », excusez-moi pour la traduction en anglais, mais « He or she who plays the game best is best loved ». Donc, il s'agit de bien savoir jouer le jeu. Et donc, revenons à Inanna. Qui est-elle? Elle a vécu 4000 ans avant Jésus-Christ en tant que mythe. Donc, on ne sait pas si elle existait véritablement, mais c'est à peu près 4000 ans avant Jésus-Christ, dans le Moyen-Orient. Elle a été rebaptisée Ishtar par les Babyloniens, ensuite Isis par les Égyptiens, et finalement Aphrodite par les Grecs. Elle était donc la totalité de tout ce qui est, de l'existence elle-même. Ses désirs sexuels transgressaient la loi et elle représentait le pouvoir féminin, dans l'absolu. Elle attaquait le sexisme sumérien. Elle refusa de faire le ménage et de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est pas moins bien, mais en tout cas, elle trouvait que la femme au foyer, ça ne lui allait pas trop bien. Elle se mariait avec Dumuzi, qui était le dieu de la fertilité, et refusa de rester à la maison, donc pour s'occuper de lui, mener une vie casanière. Elle ne viola pas uniquement les normes sociales, mais aussi les normes sexuelles, en se promenant avec un phallus et en créant une persona transsexuelle. Dans la mythologie, elle transformait les hommes en femmes et les femmes en hommes. Elle fut la déesse qui adorait rire, faire la fête et faire l'amour. Mais elle pouvait aussi bien faire la guerre et s'occuper des enfants de la cité. Elle n'était pas vue comme une chose instable, mais comme l'incarnation d'une totalité, comme une coincidentia oppositorium, the unmoved mover. Les Sumériens organisaient des fêtes flamboyantes et des orgies rhapsodiques dans sa gloire. Qu'est-ce qu'on racontait sur elle? C'est en fait qu'elle, à son tour, avait l'habitude de raconter des histoires pour dire aux gens ce qu'elle allait faire avec eux. Et qu'il y avait des chansons et que les gens se chantaient en se promenant vers les cités qui avaient des cultes d'Inanna. Et donc, c'est une sorte de Scheherazade à l'envers. C'est-à-dire, elle ne racontait pas d'histoire pour continuer à vivre, mais pour donner aux autres envie de la suivre. Mais quand les Babyloniens l'ont rebaptisée en Ishtar, elle perdit sa sexualité divine. Dans l'épopée de Gilgamesh essaie de la séduire et elle le refuse. Et depuis, Gilgamesh l'a enfermée dans un discours très patriarcal et méprisant. Et donc aujourd'hui, si vous voulez partir à Alaklar et découvrir les temples d'Inanna, vous pouvez le faire. Je vous recommande vraiment. Ensuite, il y a eu la reine des serpents, n'est-ce pas, qui habitait à Crète, 2500 avant Jésus-Christ. Aphrodite, Lilith, toutes ces femmes étaient d'abord vues comme des femmes vitales, mais ensuite, dans leur désir d'égalité, l'ont transformée en femme fatale avec le temps. Et ça, c'est très important de se rappeler qu'en fait, cette déesse au début était vue vraiment. Les gens n'avaient pas peur d'elles. C'était des femmes en fait qui ne castraient personne, au contraire, donnaient la vie. Ensuite, vous connaissez bien les autres femmes fatales de la mythologie, comme les sirènes d'Ulysse, qu'il ne faut pas écouter, n'est-ce pas, ou d'autres personnalités comme le serpent, etc. Donc il n'y a pas uniquement de femmes fatales, il y a aussi des animaux fatals, etc. Il ne faut pas oublier l'histoire des femmes vitales réelles aussi, bien sûr. Et je ne veux pas entrer dans les détails ni des Cléopâtres, ni d'Élisabeth, ni de Diane de Poitiers, Madame de Scudéry, Catherine la Grande, Georges Sand, Lou Salomé, Matarari, la Belle Otero, Cléo de Mérode, Colette, Anaïs Nin, Valentine de Sampoint. Je ne sais pas si vous la connaissez, Valentine de Sampoint, qui était une grande féministe, futuriste, fasciste. Oui, on peut être tous les trois à la fois. Joséphine Baker, Eva Perron, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Catherine Robbe-Grillet et je m'arrêterai sur la dernière, Béthanie Vernon, qui aujourd'hui a écrit un livre qui s'appelle La Bible du boudoir et qui parle justement de la sexualité d'un point de vue à la fois féminine et masculine, pour les femmes et pour les hommes. Donc elle n'est pas du tout dans un séparatisme ou dans un féminisme séparatiste, au contraire. Et je pense que là, il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, qui va révolutionner les choses. Maintenant, passons
Au troisième point de cette conférence, je donc parlais de la philosophie de la séduction, des femmes vitales dans l'histoire mondiale. Maintenant, je vais parler de la séduction en psychanalyse et la différence entre l'amour et la séduction. Disons qu'on vit dans une société de la séduction, où la séduction y est partout. Comment séduire dans une société de la séduction? Si le cachet séduit, si l'hypothèse serait que le cachet, le plus caché, séduit vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus caché que l'inconscient? Eh bien, je pense que c'est une énigme à résoudre. Comment s'approcher aujourd'hui de l'inconscient? Freud, 1895, a écrit la théorie de la séduction. À partir de qui? De Dora, vous vous rappelez d'elle, qui était séduite par l'ami de son père. Aujourd'hui, on se demande si elle n'a pas été séduite par l'idée qu'elle s'est fait de l'ami de son père. C'est-à-dire par elle-même. Est-elle liée à un véritable événement, c'est-à-dire cette séduction a-t-elle eu lieu, et c'est exactement ce dont elle souffre, ou s'agit-il d'un événement fantasmé? Est-ce qu'elle a inventé, est-ce qu'elle a voulu être séduite, et que le traumatisme a été de ne pas être séduite? Aujourd'hui, on ne sait pas, on n'est pas sûr encore. En tout cas, Freud finira par penser que la source de l'excitation chez Dora n'était pas exogène, mais endogène. Et qu'en fait, c'était une souffrance qu'elle a inventée, qu'elle a fantasmé cette séduction involontaire. Mais en psychanalyse, la séduction de l'autre n'est pas toujours vue comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire de l'autre sur un enfant ou tout ça. Il y a aussi une séduction dans le sein même de la psychanalyse qui passe souvent par une érotisation de la relation. Sinon, le transfert et le contre-transfert seraient quoi? Après, il faut dire que de la séduction à la perversion, il n'y a qu'un pas. On peut aimer la séduction pour l'arrachement qu'elle produit. L'amour est aussi un arrachement à soi. L'amour cherche quoi? Elle cherche la métamorphose. Et l'amour est douloureux. On a l'impression de renaître alors qu'on ne savait pas qu'on était mort. Aimer, c'est mettre l'autre à la place de ce qui nous échappe. On essaie de boucher l'oreille, c'est l'inconscient. Tout ce qui nous fait peur avec l'amour. En ce cas-là, l'amour n'est-elle pas une forme désirée de séduction, d'un détournement du droit chemin, c'est-à-dire de sa propre solitude? Si l'amour prend la place de l'inconscient, je ne pense pas que ça peut, mais dans le fantasme, il peut le faire. En ce cas-là, on n'aurait plus besoin d'avoir peur de ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on a toujours quelqu'un d'autre qu'on ne comprend pas, qui vit avec soi ou pas. Kant ne le dit pas, mais quand il parle du goût, du regard esthétique, comme l'abolition de tout critère, et du fait qu'on ne sait pas pourquoi on aime quelque chose, un coucher de soleil ou une fleur ou une femme, eh bien, il pourrait aussi bien parler de l'amour. L'amour est l'abolition du jugement. Et donc, du coup, on veut aimer pour ne plus penser des fois. Celui qui est séduit vers l'amour perd ses repères, perd son langage, se perd. Je dirais que c'est une sortie de quoi? Du narcissisme. Et vers quoi? Eh bien, vers l'autre. Mais s'agit-il de rencontrer l'autre comme Sainte Thérèse dans un grand autre ou l'autre en tant que personne réelle? Je dirais que certains sont séduits par l'autre parce que justement il est différent que nous-mêmes, tandis que d'autres par la ressemblance. Donc il y a des gens qui se séduisent eux-mêmes comme Narcisse et d'autres qui sont vraiment séduits par la différence radicale. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche l'autre alors? Est-ce que c'est pour mieux sortir de soi, pour s'oublier, ou pour mieux revenir à soi? Donc c'est ça qui est souvent impossible de savoir si on veut se perdre dans l'autre pour mieux se retrouver. Et c'est très facile de voir comment cette relation à l'autre se transforme dans une relation, dans une société où le racisme est très puissant. Si l'autre me ressemble, il va très bien. Si l'autre est trop différent, eh bien, la différence doit rester à la distance. Et que du coup,
le narcissisme qui veut que l'autre s'approche en te ressemblant est le plus virulent, le plus inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut assimiler l'autre, le transformer dans quelque chose qui serait mieux pour l'émanciper, mais pour devenir comme toi, comme soi-même. Et contre cette forme de séduction, moi je suis contre cette forme de séduction. Il faut aider l'autre à rester radicalement autre, à soi-même. Et comment le faire? Eh bien, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à le faire dans la psychanalyse et certains qui le font aussi dans l'art. Et je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple, il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait faire une psychanalyse parce qu'il voulait tester la psychanalyse. Il avait inventé un symptôme qu'il ne pensait pas l'avoir. Donc c'était une fiction pour lui. Et le psychanalyste, vite rendu compte, il lui a dit « c'est pas une fiction, c'était ta véritable vérité. En mentant, tu as dit la vérité. » Donc, voilà, je trouvais ça génial, en fait, que même quand tu mens, tu dis la vérité. Alors, le vrai séducteur. Parlons maintenant des vrais séducteurs contemporains. Je dirais que le vrai séducteur, s'il y en a un ou une, ne veulent pas garder celui qui a été séduit. Ne veut pas posséder cette personne une fois qu'ils ont réussi à les séduire. C'est-à-dire, le transformer dans une relation amoureuse serait aussi de vouloir posséder, donc capitaliser l'autre. Non, je dirais que les vrais séducteurs sont anticapitalistes. Donc, ils ne veulent pas posséder ce qu'ils ont séduit. Au contraire, ils veulent repousser vers un autre chemin qui serait plus proche du désir qu'ils se sont imaginés que l'autre puisse avoir. Et justement, le fait qu'on ne sait pas nous oblige à rester humbles, n'est-ce pas? Après, il y a d'autres formes de séduction, je vois autour de moi en tout cas, et ce serait la séduction qui et j'ai jamais employé. Il y a Rousseau qui avait dit « La plus dangereuse de vos séductions est de n'en point employer ». C'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout dans la séduction sont les plus grands séducteurs. C'est-à-dire rester innocent, rester... pas avoir le but justement de séduire l'autre, c'est peut-être la plus grande forme de séduction qu'on puisse employer, consciente ou pas. Maintenant, la grande question que je vais vous poser avant de passer à la présentation de mon prochain projet, c'est est-ce que donc séduire, c'est transformer l'autre en objet, ou est-ce donc une forme d'émancipation? Essayez de répondre, en tout cas pour vous-même, après, ou en tout cas pendant que je vous montre le prochain projet, ou que je vous raconte, parce que je vais pas amener beaucoup d'images. Quand il s'agit d'amener l'autre vers son véritable désir. Eh bien, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à organiser une exposition roman, c'est ma 5e. Je fais une sur l'amour, c'est un combat philosophique et amoureux, qui s'appelait The Black Moon l'année dernière. Au Palais Tokyo, où il y a un homme et une femme qui se rencontrent par hasard dans une exposition. Ils sont vus plein de fois et ils sont perdus, retrouvés, etc. Et l'homme veut à tout prix séduire la femme et il lui dit qu'il l'aime, qu'il a toujours aimé, et la femme ne veut plus du tout de lui. Et ça, par exemple, c'était une manière de montrer que c'est lui qui échappe au séducteur, c'est-à-dire la femme était le véritable séductrice, parce que c'est en lui échappant qu'elle le séduisait. Donc ça, c'était donc l'année dernière. J'ai fait une exposition sur ma mère, à partir de ma mère, qui s'appelait The Hidden Mother, où j'ai utilisé, en fait, j'ai fait une psychanalyse à 2 avec ma productrice pour employer un regard croisé sur les œuvres. J'avais cette image en tête. Je ne sais pas si vous avez vu cette peinture de l'école de Fontainebleau, où il y a 2 femmes, une qui titille le bout de sein de l'autre. Moi, je voulais qu'on se titille les cerveaux
Et donc, qu'on pouvait aller à un psychanalyste comme on va au théâtre, et sortir du cabinet, demander à l'autre comment tu trouves notre psychanalyste aujourd'hui, n'était pas un peu fatigué, tout ça. Donc, on a réussi à trouver un vrai psychanalyste qui a dit oui à cette expérience. On a amené des œuvres oralement sur le divan et on parlait de nos mères, etc. Et on avait 2 psychanalystes en face, en fait, parce que la femme a dit si toi, Cynthia, tu veux te dédoubler avec ta productrice, Estelle, je vais me dédoubler aussi. Je ne veux pas être une femme en face de 2 femmes. Donc, elle a amené un homme, donc on était à 4, comme une sorte de huis clos sartrien. Et c'était très drôle parce qu'à ce moment, des vérités se sont produites dans ce jeu. Il y a un jour un acte manqué de la part d'Estelle. Elle s'endort. En fait, en tout cas, she oversleeps. Comment on dit en français? Elle se surdort? Non. Hein? Elle s'assoupit? Elle s'assoupit et donc elle n'arrive pas à la séance. Je me retrouve toute seule et en rentrant à la maison, je retrouve une lettre d'elle qui me dit Cynthia, j'ai l'impression que cette psychanalyste nous résiste et qu'en fait n'arrive ni à parler de nos mères, ni des œuvres d'art, ni de rien. On va commencer à s'écrire des lettres et nous auto-analyser. Et après quelques temps, après avoir envoyé des lettres, en se auto-analysant en face d'une œuvre d'art, je dis non, là on va couper et on va partir à la recherche de nos véritables mères. Moi je suis partie à la recherche de la mienne dans les Carpates. Et elle, dans le banlieue parisien. Et l'exposition devenait une sorte et le roman aussi, une description de cette aventure. On ne savait pas où on partait, et c'était assez drôle. Maintenant, donc, ma prochaine exposition roman sera... En fait, j'ai oublié celle-ci. J'ai une exposition en cours en ce moment qui s'appelle... Aphrodisia, et qui est l'histoire d'une modèle de nu qui travaille à l'école de Beaux-Arts et qui un jour tombe amoureuse d'un crocodile empaillé. Elle se rend compte qu'elle n'a pas assez d'argent pour posséder ce crocodile empaillé, donc elle va passer à la prostitution, exactement. Et donc elle va essayer de repenser, réinventer la prostitution aujourd'hui pour pouvoir posséder ce crocodile. Mais c'était plutôt une exposition sur la relation à l'objet. Donc la prochaine exposition, vous voyez que je résiste à moi-même, parce que je n'ai pas l'habitude de raconter des choses que je n'ai pas encore faites, mais comme ce soir on parle de la séduction en tant que méthodologie philosophique, ben, je vais vous raconter comment j'ai mis en place cette exposition, roman d'expo. En fait, j'ai décidé de collectionner les désirs. Ouais. Comme ça? Comme ça? D'accord. Ok. J'ai décidé, donc, il y a 1 an et demi, de collectionner le désir d'une trentaine de femmes que j'admirais. Et comment est-ce qu'on collectionne le désir? D'abord, il fallait que ces femmes soient vivantes. Je ne pouvais pas commencer avec Cléopâtre, etc. Donc, j'ai pris des femmes réelles, des femmes que je rencontrais et que j'admirais. Et j'ai demandé à ces 30 femmes de me donner des actions. Pourquoi? Parce que je voulais créer un personnage féminin qui aura un imaginaire, une vie bien plus riche et intéressante que la mienne. Je dis, je n'arriverai pas à inventer cette histoire toute seule. Donc, il fallait l'aide de ces femmes. Et surtout, je voulais aussi me laisser justement séduire, être détournée de mon chemin par des femmes que j'admirais et que je faisais confiance. Donc, j'ai commencé en leur demandant de me donner des tâches que j'ai effectuées. Et donc, cette exposition qui s'appelle The Peacock, justement parce que j'avais écrit un petit texte pour mieux expliquer ce que c'est le peacock en tant que concept. En fait, le pan, comme vous savez, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui devient une métaphore pour... Oh, c'est chiant, excusez-moi. Est-ce que ça vous fait mal aux oreilles? Alors, je m'éloigne peut-être. Ouais, excusez-moi. Alors, cet oiseau, en fait, c'est Argus. Vous connaissez Argus qui avait une centaine des yeux, qui est lié au désir de voyeurisme, en fait, qui est puni. Et ses yeux sont jetés sur la queue de pan. Et en fait, cette idée de rassembler des yeux et les amener sur le phallus, sur la tête d'un oiseau, est pour moi le dispositif formidable de ce que ça veut dire de créer
un personnage, une femme, qui serait l'amalgame de ces 30 femmes. Et donc ce personnage s'appelle Madame X, et chaque fois que Madame X est emportée par le désir d'une femme, qu'elle doit effectuer ou pas, en fait, elle peut se cacher dans la différence entre la fiction et la réalité. Ce qui fait que personne ne saura ce que je fais en vrai ou pas, et surtout, la notion du fantasme reste très très présente dans cette élaboration collective. Tout ça pour dire en fait que pour créer aujourd'hui de nouvelles formes d'exposition, de narration, etc., c'est important justement de se laisser téléguider par les autres, justement de sortir de la dictature du moi. Et donc du coup, on peut voir aujourd'hui la séduction comme la manière ultime d'essayer de sortir de soi, d'aller vers l'autre, et effectivement d'essayer de créer une vie un peu plus enchantée et plus séduisante. Maintenant, je vais passer aux questions. Et je remercie vraiment pour m'avoir écouté.